Ouais, on va prendre 2027, on va se faire entendre dans la campagne. Je pense que je suis plus révolutionnaire encore qu'à l'époque, parce que je vois pas d'autre option qu'une rupture radicale avec les institutions telles qu'elles sont. On sait pourquoi on est dans la merde. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait de la confiance collective. Face à la répression et au tombereau de boue qui s'abat sur la France insoumise matin, midi et soir, je suis obligé de constater, même avec des désaccords, ce que ses camarades ont tenu. L'unité, c'est pas qu'un élément tactique. Le sectarisme, pour moi, est un poison mortel. Des camarades avec lesquels on s'est engueulé, avec lesquels on a eu des désaccords, avec lesquels on en aura encore, et avec lesquels on s'engueulera encore, ça reste des camarades. C'est une figure incontournable de l'extrême gauche française. Il a porté l'ancêtre du NPA, la Ligue communiste révolutionnaire, aux élections présidentielles de 2002 et 2007, où il a remporté plus de 4% des suffrages. Facteur de profession, c'est aussi et avant tout un homme de lutte. Nos vies valent plus que leurs profits. Presque 25 ans plus tard, il le clame toujours haut et fort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Besancenot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le fauteuil. Merci. Olivier Besancenot, on vous connaît comme le candidat qui a porté le NPA à l'époque où ça s'appelait encore la LCR. Je le disais, vous avez porté le parti, vous avez réussi à réunir plus de 4% des suffrages à 2 reprises. Avant ça, vous avez milité dans différentes associations et syndicats, comme l'UNEF par exemple. Le point de départ de votre engagement dans votre vie, c'est quoi ? Le point de départ, le vrai point de départ, c'est l'antiracisme. C'est des mobilisations antiracistes autour d'SOS Racisme à l'époque, qui n'était pas vraiment ce que c'est devenu par la suite, et qui organisait des initiatives de masse qui pouvaient susciter de l'engouement dans les quartiers. Et avec un ami et camarade, Erim, qui malheureusement nous a quittés, on s'est engagé dans cette lutte-là, et dans cette lutte-là où il y avait des militants et des militantes de gauche, des cathos de gauche. Logiquement, on s'est dirigé vers les révolutionnaires parce qu'on avait envie de dérouler le fil de l'histoire et qu'il n'y avait pas que l'antiracisme qui était en jeu, quoi. Et donc, je suis tombé sur des militants de la Ligue communiste révolutionnaire. Voilà. Ça aurait pu être d'autres, mais là, c'est sur eux que je suis tombé. Et à partir de ce moment-là, il se passe quoi ? À partir de ce moment-là, je m'engage, j'ai 14 ans, je fais débrayer mon lycée, je deviens militant des jeunesses communistes révolutionnaires, je côtoie les relations internationales de ce petit courant politique dans des rencontres internationales de jeunes qui comptent, et puis la fac, les petits boulots, la poste, un engagement syndical, politique, voilà, des hauts, des bas, des doutes, des moments d'engueulade, mais j'ai jamais été ailleurs que dans ce courant politique-là. Voilà. Est-ce que dans votre famille, il y avait déjà une tradition d'engagement politique ou pas trop ? Non, il y avait de la politisation, mais pas d'engagement militant. Donc, il n'y a rien qui est prédestiné à ça. Mais je pense que, globalement, ça arrive à tout à chacun. À un moment donné, il y a des parcours de vie qui font qu'on est confronté à un événement où on décide de plus rester indifférent. Et puis on a besoin d'une réflexion, une grille de compréhension. Moi, j'avais surtout envie d'agir. Beaucoup. Donc, c'était les manifs, c'était les mégaphones, c'était coller des affiches. La lecture est venue plus tard, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même des militants qui me mettaient des livres entre les mains, qui avaient tendance à me brûler les doigts, parce que, je sais pas, j'arrivais pas plus que ça. Et puis, je pense que le militantisme, au fur et à mesure de ma vie, m'a apporté 90% des choses que je sais. Pas que, parce qu'on n'est jamais complètement autodidacte et que par ailleurs j'ai fait des études, etc. Mais je les ai fait en fonction de mon engagement militant, quoi. Voilà. Les années fac, par exemple, c'était vraiment à l'époque le rattrapage, septembre, puisqu'on pouvait le faire en septembre, et le restant, c'était de l'activité à la fac de Nanterre. Voilà, donc, mais ça m'a appris beaucoup. Il y a eu des moments, évidemment, l'engagement militant, c'est pas un sprint, hein. C'est une course de fond. Ça, j'ai appris à le comprendre avec le temps aussi. Mais voilà, ça m'a donné beaucoup, même en termes d'émancipation. C'est ce que j'essaie souvent de... C'est un élément des discussions publiques qui reviennent régulièrement avec ceux et celles qui aujourd'hui s'engagent. C'est que il y a des moments difficiles, mais il y a aussi un côté jubilatoire à aller devoir piocher des éléments... je sais pas, dans le domaine de l'histoire, de l'économie, de la philosophie, des sciences sociales, pour apporter des contre-arguments à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et quand même, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ne sont pas d'accord avec mes idées que de gens qui sont d'accord avec mes idées. Donc du coup, ça pousse à développer l'esprit critique. Et ça c'est émancipateur, voilà, je pense.
Est-ce que, dans votre jeunesse, quand vous commencez à militer, il y a des combats un peu ou des victoires qui vous ont marqué? Bah, il y a des combats importants, il y a des combats, il y a moi, la première la grosse grève lycéenne, c'était sur la profanation du cimetière juif de Carpentras. Donc vraiment, encore là, la question de l'antiracisme. Et puis voilà, il y aura des combats qui vont marquer mon existence. Je pense à 95, décembre 95, donc à l'époque de la réforme Juppé, qui était donc une attaque déjà sur la question de la sécurité sociale. Moi, j'étais pas salarié, j'étais étudiant à ce moment-là. Et il faut savoir quand même que ça avait débuté par un mouvement étudiant qui est parti de Rouen, d'ailleurs, de mémoire. Mais nous, à Nanterre, on était super mobilisés. On avait des amphis qui étaient pleins à craquer en AG. On était 1500, 2000. Et vous réclamiez une augmentation des budgets, non, il me semble, à l'époque, c'est ça? C'est ça, une augmentation des budgets. Puis nous, on avait une spécificité sur Nanterre, c'est qu'il y avait une fac privée qui se constituait juste à côté, qu'on appelait la fac Pasqua. Donc on a été manifesté aussi pour réclamer la réquisition de la fac Pasqua dans le cadre du service public de l'éducation et des universités. Donc il y avait déjà la question des moyens, la question de l'autonomie des universités qui était déjà dans les tuyaux, mais c'était essentiellement les questions budgétaires. Mais après, une fois qu'on est parti en grève, il y a eu la mobilisation sociale qui a pris le dessus. Et là, j'ai vécu en assemblée générale interprofessionnelle avec des cheminots, des cheminotes, des enseignants, mais ce qui était une semi-grève générale avec les gares qui étaient fermées, le fait de ne pas pouvoir se déplacer autrement qu'en faisant du covoiturage, en galérant, mais en même temps avec un niveau de discussion qui était incroyable, quoi. Donc ça, ouais, forcément, mais c'est surtout après le retour, parce que de fait, le mouvement social, le mouvement ouvrier, comme on l'appelle, a gardé de 95 le fait que c'était une victoire. Au moment où ça s'est passé à chaud, c'était pas le cas. En janvier, quand il a fallu reprendre, il y avait eu des avancées. Mais globalement, personne ne pensait que c'était une victoire. Et finalement, ce qu'on va retenir quelques mois plus tard, c'est le fait que la rue a été capable de faire reculer. Oui, j'allais dire, à la fin, le gouvernement a quand même reculé, voilà, mais finalement. pas surtout. Et quand tu es à chaud, t'es chaud comme la braise, comme un barbecue, et tu vas aller plus loin. Et tu comprends pas qu'on s'arrête en si bon chemin parce qu'il y a quelque chose qui a pris. Mais après coup, on retient que la rue avait fait reculer Juppé, qui avait eu, je sais plus, l'idée de dire si vous êtes 1 million dans la rue, je retire mon projet. Donc évidemment, faut pas nous tenter, quoi. Donc on avait mis en place le Juppéton, je me souviens. Et ça, ouais, ça c'est quelque chose de significatif parce qu'il y en aura d'autres par la suite, bien plus tard. Il y aura le contrat de première embauche en 2006. À sa manière, sur le terrain électoral, le traité constitutionnel européen, le référendum en 2005. Mais donc, il avait été un peu un marqueur aussi entre vraie gauche, entre guillemets, gauche un peu plus libérale. Avec déjà la bataille, la course de vitesse pour que le nom de gauche l'emporte sur le nom de droite, raciste et xénophobe. Mais quand tu gagnes dans des séquences comme ça, collectivement, tu n'as plus besoin de gaspiller de la salive pour dire que, en fait, la solidarité, ça paye. Donc là, tu es dans les travaux pratiques et ça c'est quelque chose d'important. Donc si ça existait, c'est que ça peut arriver de nouveau. Et ça fait longtemps que c'est plus arrivé, mais ça donne un peu de l'espoir pour la suite de se dire on milite pas pour rien, entre guillemets. Au final, ça peut déboucher sur des choses positives. De toute façon, moi, je pars de l'idée qu'on ne milite jamais pour rien, parce que même de manière très égoïste et individuelle, la question, c'est de savoir quelle place on compte occuper dans son propre parcours. Et on ne peut pas simplement réclamer de la démocratie, le fait qu'on fasse irruption sur la scène politique, là où les politiciens professionnels voudraient qu'on n'aille pas, si on ne se fait pas un minimum violence nous-mêmes pour essayer au moins d'y aller. Et avec l'aspect galère, parce qu'il y a des moments difficiles, il y a la répression, il y a les échecs politiques, il y a les échecs sociaux, il faut savoir aussi les cuver et les digérer, c'est pas évident. Mais il y a aussi ces moments-là, voilà. Et une fois de plus, ça veut dire que l'histoire, elle est jamais écrite par avance, en fait. C'est surtout ça. Elle est jamais écrite par avance. On est dans un pays, en plus, où c'est particulièrement vrai. Tous ceux qui pensent que le temps politique, il est linéaire, il est horloger, il est routinier, à base de, on vous explique déjà une campagne électorale, par exemple pour 2027, qui est déjà sur les rails, qui va pas dérailler. Mais ça, moi, j'y crois pas, parce que je pense qu'on est vraiment dans un pays où il y a toujours des surprises. Vous dites que ça vous a un peu brûlé les doigts au début quand on essayait de vous faire lire des livres, etc. Donc vous n'êtes pas du tout arrivé dans le militantisme par des penseurs, etc. Est-ce que ça vous a aidé après coup de découvrir les grandes figures du marxisme, etc. Est-ce que vous avez ensuite vous-même écrit des livres
Ouais, et là, je dois quelque chose en particulier à un complice et camarade qui s'appelle Michael Louis, qui est membre de la même organisation que moi et qui est un des penseurs de l'écosocialisme avant l'heure en France en particulier, mais à l'échelle internationale aussi. Et lui avait écrit un livre sur les écrits politiques de Che Guevara. Et c'est un des rares livres qui m'a pas brûlé les doigts quand on me l'a mis entre les mains parce que on prenait un peu, on faisait un pas de côté, c'est-à-dire on me parlait du Che, pour qui j'avais évidemment voilà, une tendresse affinitaire politique pour la figure, le combattant, le révolutionnaire, l'humaniste, enfin tout ce que je pouvais imaginer. Mais là, en gros, il y avait un écrit qui allait me parler de sa pensée politique et pas son action. Et donc, qui est en fait une sorte de livre qui dialogue avec les écrits politiques du Che. Donc, en fait, c'était une espèce de mise en abîme parce qu'à partir de là, j'ai compris que le Che avait écrit des discours hyper accessibles, pas du tout prise de tête, très profonds, très marxistes. Et donc, de là, j'ai commencé à m'intéresser à Marx. Et beaucoup plus tard, quand je vais devenir porte-parole de mon organisation, et un des premiers trucs que je vais faire, c'est d'aller voir Michael Louis pour lui dire voilà, ce livre, il a énormément compté dans mon parcours militant et j'aimerais bien qu'on le réactualise et qu'on l'écrive tous les deux. Et il a accepté. Voilà. Donc évidemment, et plus ça va, et plus dans la lecture, je comprends aussi, je sais pas comment dire, le long cours. Le long cours, la filiation au long cours, pareil dans les moments difficiles, parce qu'on vit une période qui est quand même pas exaltante en soi, c'est le moins qu'on puisse dire. On a des vents mauvais et à l'échelle internationale et qui nous proviennent en termes de réaction, de néofascisme. Pareil, on peut s'empailler pendant des heures pour savoir de quoi le courant politique auquel on est confronté est le nom. Mais enfin, globalement, c'est ce courant politique qui s'apprête à nous écraser, qui aimerait bien nous écraser. Donc, ce serait bien que tous ceux et toutes celles qui ont conscience que c'est un courant politique qui veut nous écraser, de chercher à résister ensemble. Et dans ces moments-là, c'est important de comprendre qu'il y a une histoire au long cours, qui est l'histoire du mouvement d'émancipation, qu'il y a des générations entières qui se sont battues avant nous dans des circonstances autrement plus tragiques que les nôtres. Et ça, ouais, moi, j'y vois un élément de ressources. Voilà, puis un puissant fond, parce qu'en fait, il y a quand même des idées politiques qu'il s'agit de renouveler, de repenser. Moi, je ne suis pas du tout dogmatique, je ne suis pas pour faire du catéchisme politique et vous dire que la réponse est dans les livres et qu'il suffit de les annoncer beaucoup plus fort que les autres générations pour que les gens et les masses comprennent enfin. Les exploités, les opprimés dont on fait partie n'ont pas besoin de gentils professeurs rouges ou d'autres couleurs pour expliquer aux exploités pourquoi ils sont dans la merde. On sait pourquoi on est dans la merde. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait de la confiance collective et des grilles d'analyse partagées. C'est ça que ça permet aussi, les livres, justement, pour vous de développer ces cadres aussi à côté des organisations. Ouais, je pense de donner... justement, c'est aussi participer humblement à s'attaquer à la division du travail, à la séparation d'une société entre travail manuel et intellectuel. C'est comprendre que la classe ouvrière, même entre guillemets à l'ancienne, qui a évidemment changé par rapport à ce qu'est aujourd'hui le salariat et que je continue, moi, à appeler le prolétariat, c'est-à-dire ceux qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle, les deux. Même à cette époque-là, il y avait des ouvriers qui, la nuit, pouvaient écrire des poèmes, écrire des articles. Ça, c'est Jacques Rancière qui a écrit notamment sur ce prolétariat parisien des années 1840. Donc voilà, c'est vrai que moi, je ne suis pas rentré de manière romantique dans la politique, par les écrits, mais plus ça va et plus... Je vois même qu'il y a des initiatives hyper enthousiasmantes, puisqu'on parle de ce à quoi se raccrocher. Tu as des groupes de lecture qui s'organisent parfois de manière informelle autour d'un livre, de plusieurs livres. Ça, il en reste toujours quelque chose, je pense. Alors, vous arrivez à la LCR. Au final, vous finissez par être porte-parole de la LCR à la fin des années 90, début de 2000, je crois. C'est dans ces eaux-là. C'est vraiment au moment de la présidentielle de 2000. Et comment est-ce que vous finissez à l'époque, vous aviez cette ambition-là ou c'est non, pas du tout. Il me semble pas. Non, carrément pas. En plus, avoir ce genre d'ambition dans nos rangs, globalement, moi, je l'ai jamais trop vu. Et quand il y en a, on les repère et c'est pas trop le genre de la maison. Ouais. Alors du coup, comment ça se fait ? Non, c'est que moi, en fait, j'étais membre de l'organisation de jeunesse de la LCR, tout en étant membre aussi de la LCR. La LCR, moi, quand je suis rentré dans la LCR, je suis rentré un peu à contre-courant, c'est-à-dire que la LCR, à la fin des années 80, elle était à deux doigts de mettre les clés sous la porte, parce que c'était un moment de reflux politique déjà.
Et je suis rentré dans une organisation politique avec l'envie d'y aller drapeau déployé, parce que c'est quand même plus excitant quand, quand tu as 16 ou 17 ans de dire bah, quand même, ça serait bien qu'on s'affirme un peu plutôt que d'être que sur des schémas de pensée, de remise en cause. Mais en fait, ça m'a fait du bien. Et ça a été une rencontre, parce que d'abord, je n'étais pas seul de cette petite génération, ce petit filet organisationnel, à rentrer dans l'organisation de la Ligue. Du coup, les plus anciens, qui étaient vraiment marqués par la génération 68, pour celle qui n'avait pas tourné sa veste, et qui étaient vraiment dans l'idée, faut remettre les choses à zéro. Le slogan, c'était nouvelle période, nouveau programme, nouveau parti. Il ne faut pas avoir peur de douter. Et moi, de les voir douter en permanence, ça commençait à m'échauder un peu. Mais en même temps, eux ont repéré qu'il y avait des jeunes qui avaient aussi envie de... T'es déterminé. Voilà, et du coup, bah, progressivement, à base de débats internes parfois complexes, parce que nous, on a le grand chic des débats internes, et bah, globalement, par ces débats-là, j'ai pris part à la direction de la Ligue, au comité central. J'ai passé mon premier mandat à, je crois, pas l'ouvrir une seule fois, parce que j'étais comme un spectateur devant un match de foot. Je regardais, j'écoutais beaucoup des interventions que je trouvais brillantes, mais qui du coup bah, te mettent pas forcément en confiance pour te sentir ta place d'eux, quoi. Non, du tout. Et puis voilà, je suis rentré progressivement, et puis ensuite au bureau politique. Et au bureau politique, il y a une année électorale. Il y a eu surtout un contexte politique qui était en train de changer, c'est-à-dire qu'après cette phase de reflux que j'évoquais au tout début des années 90, il y a eu un renouvellement des mobilisations progressif, marqué en particulier par 95, que j'évoquais, mais aussi un renouveau des mouvements sociaux, le mouvement des 100, le syndicalisme avec Sud, Ralfront, organisation antifasciste, les coordinations de sans-papiers. À l'échelle internationale, il y avait le mouvement des zapatistes au Mexique qui disait « ya basta, on peut faire autre chose que le nouvel ordre libéral ». Donc ça s'est aussi traduit par un filet politique. D'abord parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et sans jamais oublier de leur prendre tout ce qui lui appartient pas, comme disait Paul Éluard. Mais là, en l'occurrence, c'est Lutte ouvrière et Arlette Laguillet qui était en pointe sur le terrain électoral. Et Arlette, elle faisait des scores électoraux en 95 importants. Et la Ligue a commencé à se représenter, alors que voilà, elle était un peu dans le... Et on a eu des élus à Toulouse, je crois. Bref, la direction a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passait. Il y a eu une campagne unitaire entre LO et LCR. Oui, j'allais dire, à un moment, il y avait des discussions pour savoir, pour discuter de rapprochement. Et on a eu des députés européens. On a eu 5 députés européens par une campagne commune, emmenée en particulier par Arlette Laguillet et Alain Krivine. Moi, je me suis retrouvé assistant parlementaire comme d'autres camarades. Moi, je suis resté 1 an. Et puis, j'étais à la direction. Et puis après, on a reproposé l'unité à Arlette, une campagne commune derrière Arlette pour 2002. Ce qu'ils ont refusé, même cette idée-là. Et du coup, ça s'est passé très vite, dans un temps express. C'est en gros, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, pour prendre date, quoi. Et évidemment, au début, j'ai pris ça à la rigolade. Et puis, en fait, le seul truc qui m'a vraiment convaincu, c'est qu'on pensait qu'on n'aurait pas les 500 parrainages. Vous savez, le fameux obstacle qui passe notamment par les 500 maires pour être présents. Donc, l'argument, c'est de dire, voilà, en gros, on y va, mais de toute façon, on ne pourra pas aller jusqu'au bout, quoi. Et puis voilà. Et au final, vous arrivez, et une fois que c'est lancé, ça se passe comment ? Parce que ça doit quand même être de se dire, c'est moi qui suis un candidat à l'élection présidentielle officiellement. Ouais, mais non, bon, d'abord, moi, ça m'a mis une pression. Enfin, comment dire, une fois que c'est devenu concret, bah, je pense qu'on est tous ramenés à ce qu'on est. Enfin, je pense qui est une marque de fabrique de notre camp social, c'est justement ce problème de légitimité. On ne se sent jamais légitime pour parler de nos vies, pour parler de nos existences, pour prendre la parole en public, même si je l'avais déjà prise à maintes reprises, mais en ambiance assemblée générale. Donc en fait, c'est une bataille, se faire violence. D'abord, il faut faire face aux médias aussi. Enfin, c'est quand même plein de nouveaux dispositifs. Alors après, pour être tout à fait honnête, en 2002, les médias, ils m'ont pas couru après pendant au moins 95% de la campagne. C'est-à-dire après, il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, le temps d'équité, d'égalité. Bref, les 2 dernières semaines, c'est là où tous les candidats étaient obligés d'être traités avec le même temps de parole. Et puis voilà, c'est horrible. Mais ça faisait partie du jeu. Il y a eu 2 20 heures, et à partir de là, l'affluence n'était plus du tout la même. Donc là, moi, j'ai pas du tout eu le temps de penser ces choses-là. Et puis j'étais dans les meetings, entre le boulot, et puis il y avait le travail collectif. Donc je pense que nous, surtout, ça a été un moyen
dans le maigre filet de gens qui venaient dans les réunions au début, de travailler nos argumentaires, d'être confrontés avec un milieu social auquel on n'est pas forcément habitué à être confronté. Parce que c'est ça, la présidentielle. Nous, on est contre le présidentialisme en France. On pense que c'est une fonction qui est précisément antidémocratique. C'est-à-dire c'est vraiment là où se niche tout ce qu'il y a d'antidémocratique dans la Ve République. Et on est pour abolir cette fonction-là. Mais comme précisément c'est là où il y a tout le pouvoir, tout le monde sait que c'est là qu'il faut aller voter. Donc c'est un moment de politisation. Et du coup, nous, on est confrontés avec des milieux un peu plus de quartier, auxquels on n'était pas forcément autant en phase, je dirais. Mais d'autres milieux, je pense à des artisans, des commerçants qui viennent en disant « Ouais, attends, tu veux taxer, mais c'est combien j'ai, moi donc comment tu fais, comment tu proportionnes toutes ces choses-là ?» Donc, in fine, beaucoup de... Et puis des rencontres géniales, quoi. Voilà, d'abord, des rencontres militantes, mais se faire violence, comme il faut continuer à se faire violence, comme de toute façon, même aujourd'hui, je continue à me faire violence parce que vraiment... et ça, pareil, quand je participe à des réunions publiques et que je vois des jeunes camarades, hommes ou femmes, et je les vois parce qu'on le traque, et puis qui se lancent, et je dis, voilà, ça passera jamais, je pense, mais... il faut se faire violence, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est... Parce qu'il y a un message politique aussi derrière tout ça. C'est de dire, plutôt que de pleurnicher pour dire que les politiciens professionnels ne nous représentent pas et qu'on n'a jamais confiance, même quand ils parlent bien, même quand ils sont dans notre camp politique, même quand ils sont vraiment dans notre camp politique, mais qu'on sait quand même qu'intuitivement, pour obtenir le respect, il faut chercher à se respecter soi-même. Donc, c'est d'essayer, en faisant des erreurs, des conneries, en bafouillant, qui n'en fait pas... mais au moins, on a ça. Et ça renvoie aussi à plein de débats dans notre propre camp social, où moi, je vois bien, même s'il y en a qui trouvent ça super sympa, de présenter une fois un facteur, une autre fois un ouvrier comme Philippe Poutou, quand globalement, c'est sympa, mais c'est pas sérieux. Et d'où c'est pas sérieux, en fait. Oui, pas mal ça. Je regardais en préparant un peu l'interview, là, justement. Pendant la campagne 2022, de 2002, il y a des portraits de vous et c'est un peu... second degré, quoi. Enfin, il est là, il candidat, mais c'est pas sérieux. Ah ouais, c'est pas sérieux, il peut pas tenir la route. Et Philippe, il a subi pareil, c'est-à-dire plein de condescendance sociale. C'est de la condescendance sociale. Et puis les mêmes, quand ça commence à marcher un peu, c'est les mêmes. Hein. Si tu prends les mêmes têtes, qui t'ont dit qu'en gros, de toute façon, ça pourra jamais marcher, qui t'expliquent que quand ça marche un peu, de toute façon, ça pouvait que marcher. Mais toujours avec la même grille de lecture, parce que de toute façon, en gros, c'est folklore, quoi. Non, c'est pas folklore, en fait. C'est juste l'idée que si tu prends l'Assemblée nationale, même s'il y a des choses qui ont un peu changé ces dernières années, globalement, elle ne ressemble pas à la société qu'on connaît tous et toutes. Donc, en fait, c'est pas nous qui avons un problème, c'est les institutions qui ont un problème. Mais nous-mêmes, on n'est pas convaincus de ça. Voilà, on a, je crois, dans la réfraction, quelque chose qui est vraiment de... Et je pense que pour les jeunes femmes de quartier en particulier, tu cumules et voilà, c'est puissance 10 000. Mais ça aussi, il y a des choses qui ont changé parce qu'il y a dans les mouvements sociaux, dans les mobilisations, il y a des têtes nouvelles, des voix nouvelles. Et ça, c'est pareil, c'est comme une victoire collective. Quand tu as quelqu'un qui te dit voilà, je t'ai vu faire, donc je me suis dit que je pouvais faire quelque chose, là, tu as gagné. Hein. Alors, au final, vous faites 4,2%, je crois, en 2002, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est quand même plutôt un bon score. Vous dites quoi quand vous voyez les résultats et vous dites on a quand même réussi à aller assez loin alors qu'on n'a pas l'appareil politique comme d'autres partis à côté Moi, je me dis rien au moment où ça se passe parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Donc en 2002, il y a Le Pen au deuxième tour. Donc la force de notre courant politique, parce qu'on s'inscrit dans une tradition antifasciste forte, c'est de faire le point tout de suite et de dire on ne peut pas rester les bras croisés. Donc on a tout de suite fait le point au bureau politique pour dire on lance un appel pour aller dans la rue tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait. Donc nous, c'était d'abord le prisme, c'était l'information, je ne sais plus, on l'a eu en fin d'après-midi, 18h, 19h, ça faisait que se confirmer. Et même quand on a vu le score, quasiment 1,5 million de voix, si, il y a Alain Krivine qui a dit on est devant le Parti communiste français. Parce que lui, c'était son histoire politique. Pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne connaissent pas Alain, qui nous a quittés, c'était donc un des grands dirigeants de la Ligue communiste révolutionnaire, qui avait été candidat à l'élection présidentielle bien avant, à deux reprises en 69 et 74.
et qui avait été exclu du Parti communiste. Donc lui, c'était toute son histoire politique. Mais globalement, voilà, c'est par la suite. Après, les choses, ça va. Après, il y a des trucs à gérer en termes de contradiction, parce qu'on s'est retrouvé avec... parce que pour nous, c'était énorme par rapport à l'organisation militante qu'on était. Et ça, c'est resté longtemps, et je crois que c'est aussi un des problèmes politiques majeurs qu'on a eu par la suite. On nous demandait une activité de multinationale alors qu'on avait les moyens de PME, quoi. Voilà, et qu'au bout d'un moment, ça finit par se voir, quoi. tu peux faire de briques et de broc, tu peux bricoler, mais c'est quand même compliqué, quoi. En 2007, au final, vous y retournez. Vous refaites à nouveau un peu plus de 4%. Et vous décidez de vous mettre en retrait pour la campagne de 2012. C'est quoi ce qui vous a incité à en finir, enfin à se dire là c'est plus moi, j'ai fait mon temps? C'est juste tenir mes engagements, parce qu'en fait j'ai pris personne de court. J'avais déjà expliqué, avec tout le respect que j'avais pour Arlette Laguiller et que je continue à avoir pour elle, que j'avais pas envie d'être dans cette dynamique de dire je serai l'éternel candidat d'extrême gauche aux élections. La deuxième fois, déjà, c'était compliqué. On l'a fait parce qu'il y avait un sens politique à le faire. C'était une campagne enthousiasmante. Elle était vraiment, celle-là, pour le coup, du début jusqu'à la fin, hyper enthousiasmante. Pourquoi Parce qu'il y avait plein de monde dans les réunions et dans les meetings, quoi. C'était blindé. C'était vraiment blindé. C'était blindé, quoi. C'était chouette. C'était vraiment chouette. Et du coup, le problème politique, ensuite, de faire autre chose, s'est posé comme ça. C'est-à-dire, on avait autour de nous tout un milieu. C'est pas énorme, mais quand tu as des milliers de personnes qui sont autour de toi, qui sont globalement d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, mais qui veulent pas assumer l'histoire politique et toute la trajectoire politique qui était celle de la Ligue communiste révolutionnaire, donc une organisation anti-stalinienne, trotskiste, qui est née dans un contexte particulier. Tu te dis, est-ce qu'on tente ou est-ce qu'on tente pas? Donc on a tenté, on a fait le NPA, ça n'a pas du tout marché comme on voulait, même s'il y a eu des grands moments enthousiasmants au début. Voilà, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre. La seule erreur, ça aurait été de ne pas tenter, ça aurait été des réflexes conservateurs, parce que la marque de fabrique qu'on a aussi, je crois, c'est justement de ne pas avoir de rapport fétichiste à la forme organisationnelle. Un parti, une organisation politique, c'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen. Si tu penses qu'il y a mieux, tu n'hésites même pas, tu t'en fais une autre. Donc voilà, et donc pour répondre à la question, la troisième fois, puisque c'était rebelote et qu'en fait c'est toujours les mêmes arguments qui sont ressassés, j'ai dit non. J'ai dit non publiquement, là où j'avais déjà dit non en interne. Donc ça n'a pas été facile, parce qu'il y a des camarades qui n'ont pas forcément pris ça, qui ont pu prendre ça comme une décision individuelle, voilà, mais ça ne l'était pas. Et ce n'était pas du tout une mise en retrait. Et par la suite, moi, ça m'a permis de renouer aussi avec une liberté. D'autres formes d'engagement. Ouais, parce que c'était aussi, au bout d'un moment, t'es dans ta case, quoi. Même médiatiquement. Enfin là, on a vécu au moment de Sarkozy, etc. C'était délirant, quoi. Là, la disproportion entre ce qu'on pesait réellement politiquement et la place médiatique que j'avais dans la société, elle était... C'est ce que j'allais dire. Enfin, il y a quand même un peu une espèce de personnification malgré tout en fait qui arrive, parce que du coup vous êtes une seule personne et vous représentez tout un courant. Donc en fait on en arrive en fait à ce que des gens, en fait il y a quand même des gens qui vous adoraient en réalité, et alors que vous-même vous vous inscrivez un peu dans ce truc de dire il faut pas qu'on soit juste un, quoi. C'est l'important, c'est la masse, quoi. C'est clair, et c'est compliqué parce que c'est une contradiction qu'on a tous et tout en nous, hein. Moi je joue pas le sachant en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis le premier des fois à me dire il y en a d'autres qui vont me représenter, et on est tous et toutes. Mais le problème, c'est le juste équilibre. Et là, par exemple, je me souviens de ça, une réunion publique où, dans la discussion, c'est une thématique qui revenait souvent. Je disais, voilà, justement, je veux pas entendre l'idée, par exemple, Olivier, on est derrière toi. Je disais, non, justement, il y a personne derrière, on y va ensemble. Et je reprenais ça dans les discussions des réunions publiques, et puis tu as les gens qui applaudissaient et tout. Et dans la même réunion publique où les gens applaudissent, il y en a un qui vient me voir à la fin, fait, ouais, t'as raison, hein, Olivier. Et d'ailleurs, on est tous derrière toi. Donc en fait, c'est une espèce de contradiction profonde. Donc on en joue, mais parce que derrière ça, quel est le problème? C'est que quand tu te réclames d'un projet d'émancipation, qu'on lui donne le nom de socialisme, de communisme, d'autogestion, peu importe, d'éco-socialisme, c'est une contradiction profonde sur le type de démocratie que tu veux pour demain. Moi, j'envisage pas la société de demain sans démocratie, c'est-à-dire sans que la majorité puisse décider enfin pour elle-même, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité pour l'instant, puisqu'on a eu
la société capitaliste dans laquelle on est, des sociétés bureaucratiques à l'Est. Dans les deux cas, c'est une minorité qui décide pour la majorité. Minorité d'actionnaires, minorité d'apparatchiks. Donc si tu penses la démocratie dans une société où tu n'as plus de présidentialisme, où tu n'as plus de pouvoir vertical, tu es amené probablement à prendre 80% des décisions de la vie quotidienne, là où on vit, là où on travaille, localement, mais tu ne peux pas tout décider localement. Donc il faut bien un espace de coordination, de décisions qui ne vont pas être que locales. Donc là, la question, c'est comment... Tu es forcément dans une part à la fois de démocratie directe et de forme représentative. Nous, la forme représentative, on s'en défie parce qu'on sait que c'est le nid de la bureaucratisation, mais de fait, on est toujours dans cette tension-là. Et donc, ça se niche aussi dans la manière de militer ici et maintenant. Donc, en fait, derrière ça, il y a aussi des leçons de choses, quoi. À côté de à côté de votre engagement politique et à votre métier aussi, vous êtes facteur à la Poste, ça fait plus de 20 ans maintenant. En ce moment, il y a des mouvements de grève qui secouent l'entreprise, notamment dans le sud de la France. Il y a beaucoup de réorganisations. Comment vous le vivez, vous ? Est-ce que vous avez l'impression que vos conditions de travail au cours des années, elles se sont dégradées aussi en tant que postier ? Alors, moi, je suis postier, mais je suis plus facteur depuis pas mal d'années maintenant, puisque je suis passé au guichet il y a au moins plus d'une dizaine d'années, si c'est pas plus. Pardon, j'ai fait. C'est moi. Non, mais c'est pas grave. C'est juste pour. J'ai fait aussi une pause de 5 ans à la Poste, là tout récemment. J'ai repris il y a 6 ou 7 mois pour faire une formation professionnelle et pouvoir faire un film qui sortira l'année prochaine sur une organisation révolutionnaire chilienne qui était sœur à la nôtre et qui a lutté contre la dictature fasciste de Pinochet au Chili, qui s'appelait le MIR. Et là, j'ai repris le guichet depuis plusieurs mois, 6 ou 7 mois, et je vois que malheureusement, ça ne s'est pas amélioré. C'est-à-dire qu'en effet, et ça rejoint le sens de la question, et là, c'est propre à la distribution, c'est-à-dire aux facteurs, mais ce qui se passe au guichet, c'est vrai partout. En fait, il y a une politique qui consiste à taper dans la masse salariale, c'est-à-dire à supprimer des emplois et à faire des réorganisations qui ont lieu tous les 2 ans, comme si c'était un algorithme, en fait. Aujourd'hui, tu es confronté à des directions, tu leur dis mais pourquoi ? Ils disent parce que tous les 2 ans, il faut faire une réorganisation. Et donc, il y a notamment des astuces, entre guillemets, qui ont été trouvées. C'est que moi, par rapport au moment où je suis rentré en 98, je crois, à la Poste. Et maintenant, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire il y a quantité d'intérimaires, avec par exemple des intérimaires indéterminés qui sont sur le même bureau. C'est-à-dire en fait des collègues, mais qui ne sont pas payés par... Des collègues que tu croises tous les jours, qui font le même boulot que toi, mais qui vont être payés par une boîte d'intérim. Et ça, quand tu as des boîtes de... Quand tu as des réorganisations et des restructurations, une réorganisation, une restructuration sur un bureau de poste au guichet, on va dire -1, -2, -3. Alors à la distri, chez les facteurs, c'est pire encore. C'est évidemment là-dedans, tu ne les reprends pas, les intérimaires. Donc en fait, ils ont... Mais la pression qui s'abat sur toi, elle est terrible. Et il y a une souffrance absolument incroyable, en particulier chez les facteurs et les factrices. Moi, quand je vois justement mes anciens collègues de la distri, de la distribution... qui maintenant, j'en croise des fois à 3h, 4h de l'après-midi, là où avant, on avait une règle du fini parti, on a embauché tôt le matin, à 6h, 6h15, mais quand la tournée était terminée, on pouvait rentrer. C'était un des maigres acquis d'une profession qui est très mal payée, dans une boîte qui se porte bien, qui a un gros chiffre d'affaires, qui n'arrête pas de pleurer sur son chiffre d'affaires, mais qui n'arrête pas d'emmagasiner. Il suffit... Et moi, quand je suis arrivé au guichet, je l'ai compris, ça. C'est-à-dire, quand tu es facteur, tu ne te rends pas compte à quel point tu ramènes un chiffre d'affaires. Mais quand tu es au guichet, moi, je veux dire, le chiffre d'affaires, je vois ce qu'on vend. Je vois l'augmentation des timbres de 25-30%, qui a une répercussion sur l'ensemble des prestations. Et on n'arrête pas de me dire qu'il y a de moins en moins de courriers. Sur le courrier suivi, recommandé sur les colis, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans la caisse. Et ce que je sais, c'est que ça ne va pas dans nos salaires. Et qu'il y a des collègues qui sont en souffrance, qui n'en peuvent plus. Et puis, il y a un autre truc, si je peux me permettre, moi, je suis parti, l'escale que j'expliquais, là, de 5 ans, je l'ai faite tout de suite après le confinement. Et dans mon bureau, à l'époque, à Porte-Montmartre, porte de Clignancourt, dans le 18e, le premier confinement qui était sévère, on s'est réunis avec les collègues. Et ce qu'on fait au guichet, ce n'est pas simplement du courrier, c'est aussi l'activité financière et notamment les retraits d'argent pour des gens qui n'ont que des livrets A, c'est-à-dire en fait des milieux très modestes. Et donc quand tu fermes un bureau, même quand on fait grève, nous, du coup, on se pose des problématiques différentes. C'est compliqué. Tu prives des gens d'avoir accès, puisque tu as des plafonds de retrait, tu ne peux pas aller qu'à la machine. C'est compliqué. Donc on avait ouvert pendant le premier confinement. Et je me souviens que les gens nous disaient merci. Et en fait, c'était super gratifiant. Et j'ai vu comment c'est retombé, en fait, en quelques semaines. Et je me mets à la place de ceux pour qui c'est nettement plus violent, c'est-à-dire le personnel, notamment hospitalier. Cette
incompatibilité des valeurs que tu mets dans ton métier et qu'on exige de toi, peut-être que ça parle à personne, ce que je veux dire, mais pour moi, c'est d'une violence. Quand on me dit, en gros, faut surtout plus faire de service après-vente. C'est-à-dire quelqu'un, tu lui as vendu ceci, tu lui as vendu cela, va sur la plateforme téléphonique qui est payante. Et de toute façon, tu fais une passe décisive et tu t'arrêtes là. Par contre, n'oublie pas de faire des rebonds, c'est-à-dire des clients prospects. Voilà, c'est une logique qui est... Moi, je ne suis pas rentré à la Poste pour ça. C'est en fait, c'est un peu, en gros, par exemple, il y a un côté service, aider les personnes Ouais. dans le métier. En fait, on en arrive à vous demander de faire l'inverse de ce pourquoi C'est clair. vous vous êtes dit, je vais travailler là-dedans. Et c'est pas angélique, hein. Nous, quand on se prend des flots de personnes qu'on n'a pas les moyens de servir comme il faudrait, on a tous notre limite humaine. Quand tu as fait du bancaire pendant des heures et des heures, à la fin, tu deviens con parce que tu en as marre. En fait, tu es fatigué parce qu'il faudrait être un ou deux de plus pour le faire. Mais quand même, à la fin, tu te dis, on a permis ça. Et quand on me dit, je sais plus la dernière fois, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'était une petite discussion, tu vois, c'était il faut identifier les clients. En gros, quand le client il rentre, il faut que tu le passes au scanner et que tu aies son numéro de téléphone. Il faut qu'on estime. Mais moi, je ne suis pas rentré à la Poste pour identifier les clients. Je suis rentré à la Poste aussi pour rendre un service à la population, au public. Et là, pour moi encore, tu peux te dire, pour nos professions, c'est des marges de manœuvre. Mais moi, je pense que ça, dans le mal-être au travail, c'est quelque chose de... Voilà, dans toutes les thématiques que la gauche n'arrive plus à traiter, en particulier sur la question sociale, traiter du travail, c'est pas que traiter des salaires, c'est traiter aussi des conditions de travail, c'est du sens qu'on donne au travail. Et là, on est en pleine régression. Et ça, si c'est pas le mouvement ouvrier qui impose ça dans le calendrier des discussions politiques, mais personne ne va le faire à notre place. Donc tant qu'on se rend entièrement dépendant et prisonnier d'un agenda qui est celui de la Ve République, où tu sors d'une présidentielle, tu es déjà dans la suivante, et c'est de pire en pire, où c'est maintenant le rendez-vous d'un homme avec un peuple, c'est même plus le rendez-vous du peuple avec le peuple. Et puis finalement, on essaye de se smurfer, de bouger avec les thématiques qui sont les thématiques des réactionnaires. Je pense que c'est facile à dire, hein, ce que je dis. Mais il faut oser aller à contre-courant, et il n'y a rien qu'empêche à ce que tu aies un espace unitaire et radical de la gauche sociale et politique pour dire, venez, même si on n'a pas toujours les mêmes réponses stratégiques et tactiques à ces sujets-là, on va les mettre à l'ordre du jour, et on sait que ça va prendre des années. L'hégémonie culturelle et politique auquel tout le monde se réfère, en particulier l'extrême droite qui détourne au passage l'antifasciste italien qui était Antonio Gramsci, ils ont fait un travail qui remonte à il y a 30 ou 40 ans. Alors justement, par rapport à ce que vous disiez sur les batailles sociales, etc., remettre la question du travail aussi au centre et du bien-être au travail, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème, en fait, il y a une radicalisation en face aussi des projets de société de droite et d'extrême droite, et du coup, en fait, le mouvement social est en permanence en train d'essayer de garder ce qui a été acquis pendant les dernières décennies, et en fait, du coup, il n'y a plus ce temps-là pour essayer de conquérir de nouveaux droits. Ouais, mais je pense que c'est vraiment l'élément clé de la réponse à la question. C'est qu'en effet, on est face à un rouleau compresseur, et quand tu es sur la défensive... Pour ça, je disais que c'est facile à dire. Je connais les difficultés. Mais, par exemple, même quand tu es sur la défensive, il n'y a rien qui t'empêche de faire un pas de côté. Je prends la mobilisation sur les retraites, qui est quand même, et qui reste une mobilisation... qui a probablement pas d'équivalent depuis 68 en termes de nombre de personnes qui sont descendues à un moment ou à un autre dans la rue. Donc là, on est en opposition on est sur la défensive, mais il n'y a rien qu'empêchait, et il n'y a rien qu'empêche même aujourd'hui, de discuter des questions éminemment stratégiques qui sont au cœur de la question des retraites. Parce que la question des retraites, pour moi, c'est pas simplement revenir à la retraite à 60 ans et avant pour les métiers les plus pénibles, et de revenir aux 37 annuités et demie pour tous et toutes, qu'on soit dans le public ou dans le privé, parce que tant qu'on parle pas des annuités, en réalité, on fait des feintes de balayeurs. Mais c'est aussi de discuter de comment on finance le système des retraites et de la sécurité sociale. Par exemple, il y a, dans tous les cortèges, il y avait un truc hyper exaltant, taxer les riches, qu'on entendait dans tous les cortèges.
et qu'on se comprenne bien, il faut taxer les riches, les plus riches, établir une fiscalité anticapitaliste sur le revenu, sur le patrimoine, sur le capital, etc. Mais la fiscalité pour financer les services publics, avec de l'argent public, qu'aille pour les services publics et pas pour les entreprises privées, comme c'est le cas à hauteur de 200 milliards par an. Mais moi, comme mon courant politique, quelques autres encore, on insiste sur le fait de dire que la protection sociale ne doit pas être financée par l'impôt, mais par la cotisation sociale, qui a un enjeu stratégique autour de la cotisation sociale, parce que c'est ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire une partie de nos fiches de paye qu'on ne sait plus lire, une partie de notre propre salaire, qu'en conscience, parce que d'autres générations se sont battues avant nous, on met dans un pot commun, précisément pour financer la protection sociale dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des retraites, etc. etc. Ce pot commun qui est énormément d'argent, qui est le budget de la Sécu, c'est un budget supérieur au budget de l'État, c'est supérieur d'un tiers. Donc on comprend pourquoi les capitalistes et les assureurs en particulier lorgnent sur cette somme d'argent qui, dans leur logique à eux, c'est de l'argent qui dort. On ne peut pas soumettre tout ça aux lois de la bourse, on ne peut pas boursicoter avec tout ça, d'où les offensives régulières. Là, Bernard Friot, par exemple, qui écrit régulièrement sur ces questions-là, il a raison de dire qu'il y a eu 2 contre-révolutions dans le domaine de la protection sociale. D'abord, les ordonnances de De Gaulle en 67 qui mettent fin d'abord aux élections, parce qu'on votait à la libération dans les différentes branches de la sécurité sociale. Et les gens participaient aux élections pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de représentation paritaire entre le patronat et les salariés. Le patronat est représenté une part infime de ces représentations-là pour la simple et bonne raison que le patronat est minoritaire dans la société. Donc là, tu n'as pas besoin de distribuer des tracts, les gens ils vont voter parce qu'ils savent que ça sert. Donc premier acte, 67, et puis ensuite, 91 avec Rocard. Le début de la CSG, c'est-à-dire le début de la fiscalisation. Et là, à l'heure où on se parle, je serais bien incapable de dire si le financement de la Sécu ne repose pas déjà en majorité sur l'impôt plus que sur la cotisation sociale. Et derrière ça, c'est important parce que derrière les élections, tu pourrais imaginer une forme autogestionnaire avec des élections dans chaque étage et dans chaque branche de la protection sociale, avec la révocabilité des élus pour pas qu'il y ait de bureaucratisation syndicale, et qu'on soit donc amené en tant qu'assuré cotisant à avoir un droit de regard et de contrôle démocratique sur notre propre salaire. Donc, c'est pas une astuce, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu défends la cotisation que mécaniquement, tu en arrives à un système autogéré. Il y a une bataille politique. Mais la défense de la cotisation sociale, c'est une discussion stratégique qu'on pourrait avoir à gauche. Des fois, on l'a, mais en marge. Ça concerne le milieu syndical, ça concerne plein d'organisations et je ne désespère pas qu'on l'ait comme d'autres sujets. Ouais. Mais une bataille sémantique aussi, puisque par exemple, rien que le fait de parler de cotisation sociale, maintenant, c'est plus du tout évident. Il y a plein de gens qui parlent de charges comme si c'était un fardeau qu'on portait, alors qu'en fait, c'est de l'argent qui, après, est pour tout le monde, qui permet de faire tourner un système. C'est clair. Moi, j'ai en mémoire ce moment jubilatoire où Philippe Poutou, je sais plus, je me souviens plus du nom de l'économiste qui essaie de le faire transpirer avec des milliards en termes d'analyse de déficit et puis je lui dis les charges, et Philippe il dit vous me parlez de chiffres, en gros je vais vous parler de lettres et en fait les charges. En fait, c'est des cotisations. En fait, c'est notre salaire socialisé. Et là, deux salles, 2 ambiances, 2 mondes se rencontrent. Pas de connexion possible. Donc oui, bien sûr. Et derrière les mots, l'hégémonie politique, c'est aussi ça, parfois. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, à dessein, disent charge justement pour effacer le fait que ce soit des cotisations, mais qu'en fait, on a tellement arrêté d'employer le terme cotisation que maintenant, il y a aussi des gens en fait, qui parlent de charge, mais qui ne se rendent même pas compte c'est clair. Concrètement de ce que ça veut dire. Quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je ne joue pas en termes de pureté lexicale, il ne s'agit pas de ça, hein. Mais au moins de se questionner, de dire, prends une fiche de paye, il n'y en a pas une qui se ressemble aujourd'hui. C'est escape game pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc il faut quand même voir qu'il y a aussi un enjeu à décrypter ça et dire qu'en effet, il y a des batailles politiques substantielles parce que ça, c'est un germe de socialisme qui gît là, ici et maintenant, dans les flancs de la société capitaliste potentiellement et qui est quand même pas, en plus qui touche au rapport capital-travail. C'est pourquoi les autres ils sont acharnés sur la question des retraites. Les autres, les adversaires, les réactionnaires d'extrême droite, de droite et une partie de la gauche. Parce que tout le monde sait que derrière ça, il y a le rapport capital-travail qui se joue. Parce qu'en réalité, que tu te places même du point de vue 62, 63, 64, en réalité, le débat, il n'est même plus là. Mais il y a une démonstration politique à faire. Donc, il y a beaucoup de... Et sur ce rapport de force, donc sur le rapport capital-travail, il y a
des questions. Je te parle de la cotisation sociale, mais comme je pourrais te parler par exemple du partage du temps de travail, qui est historiquement un élément structurant du mouvement ouvrier, qui ramène déjà à la naissance, ne serait-ce que du 1er mai, de la Journée internationale des travailleurs, où depuis les martyrs de Chicago jusqu'en 1886 et les décisions de l'internationale socialiste de faire de ce jour une journée de lutte, c'était sur la journée de 8 heures. Et il y a des gens qui sont morts à Fourmise en réclamant, dans le nord de la France, la journée de 8 heures. Il faudra attendre 1919 pour avoir la journée de 8 heures. Et pendant longtemps, la réduction du temps de travail, c'était avec des nuances, des désaccords au sein des sensibilités de gauche, mais quelque chose de structurant. Et on l'a abandonné parce que quand la gauche était au pouvoir, il y a eu la loi Aubry qui a essayé de faire du donnant-donnant, c'est-à-dire je fais de la réduction du temps de travail, mais je vous donne l'annualisation, je fais des cadeaux au patronat, je vous permets des restructurations à la poste, parce que chez nous, ça s'est passé comme ça, où en effet, c'était compliqué de trouver un postier après qui était pour la réduction du temps de travail, mais il faut reposer le problème le partage du temps de travail, c'est dire on va partager le travail entre tous les bras et tous les cerveaux disponibles. Donc logiquement, j'allais dire inéluctablement, on va travailler moins, puisqu'on va faire appel à tous les bras et tous les cerveaux disponibles de ceux et celles qui, aujourd'hui, attendent qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer en activité, c'est-à-dire des millions de personnes. Voilà, donc je pense que même dans une séquence électorale qui est en train de se profiler comme la nôtre, même avec peut-être des divergences tactiques, il faut, parce que la situation est grave, qu'elle nous invite à repenser différemment, qu'il y a l'urgence du néofascisme, trouver un espace autonome, un bloc, je ne sais pas comment l'appeler, social et politique, ou sur la base d'une pratique qui existe. Donc, ce n'est pas comme si on proposait un colloque, quoi. C'est sur la base d'une pratique préexistante, pourrait se poser un petit peu, justement, et prendre le temps précieux de sortir de l'offensive qu'on est en train de se prendre, sortir le nez du guidon et de se dire, là, on va se poser, puis on va essayer de planter ça dans le décor, et on va leur dire à tous et toutes. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les réponses antiracistes à apporter. Moi, je suis dans un courant politique qui est pour la liberté de circulation, d'installation, la régulation de tous les sans-papiers, etc. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, soit, mais pouvoir dire, par exemple, ensemble, on reprendra à chaque fois, non, l'immigration n'est pas un problème, en fait. Le racisme est un problème. Donc, il n'y a pas le problème de l'immigration, comme si c'était sémantiquement un bloc inséparable qui fait que tout le monde est obligé de le reprendre, y compris à gauche. Donc, ça fait longtemps que vous militez, ça fait des dizaines d'années maintenant. Est-ce qu'il y a des idées politiques qui ont évolué sur certains sujets pour vous? Est-ce que vous avez changé d'avis sur des choses ou bien... Moi, à titre personnel, ouais, à titre personnel, vous avez décidé d'être plus radical sur tel ou tel sujet? Ah oui, non, forcément, heureusement, d'ailleurs, on change tous et toutes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, de mes erreurs, des angles morts, de nos jours encore, et des fois, sur certains angles morts, j'ai pas de réponse définitive. Sur le fond, je pense que je suis plus révolutionnaire encore qu'à l'époque, parce que je vois pas d'autre option qu'une rupture radicale avec les institutions telles qu'elles sont, pour que nos solutions aboutissent, parce qu'on n'est pas révolutionnaire. La révolution, c'est qu'un moyen. Moi, j'aimerais qu'on arrive à me démontrer que par la stratégie réformiste, c'est-à-dire par petites touches successives, on peut appliquer un programme. J'y crois pas une seule seconde. Mais encore, ça, c'est pas grave que moi, j'y crois pas. Mais que le problème, c'est que en face, les capitalistes, ils sont là pour nous rappeler que ça n'arrivera jamais. Le dernier exemple en date, c'était en Grèce, où le gouvernement de Tsipras, de mémoire, qui avait été élu il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus maintenant, sur un plan anti-austérité. Il y avait 3 mesures. Le monde entier, toutes les institutions sont tombées à bras raccourcis sur ce gouvernement. Et la question, c'est est-ce que tu poursuis dans la rupture institutionnelle ou est-ce que tu plies? Là, en l'occurrence, Tsipras a plié, malheureusement. Mais donc, là, tu prends le NFP, le Nouveau Front Populaire, qui était quand même source d'espérance, dans le sens où il y avait des mesures qui n'étaient ni révolutionnaires, ni réformistes radicales, qui étaient juste des mesures d'urgence, avec évidemment comme admis le fait que pour appliquer ces mesures, il y aurait forcément des stratégies politiques différentes à gauche, parce qu'entre Philippe Poutou d'un côté et François Hollande, sans faire de dessin, il y a forcément un couac. Mais tu prends juste l'augmentation du salaire minimum de 200 €. Je me souviens que dans l'entre-deux tours, tout le monde expliquait du côté des bien-pensants et des dominants que cette mesure, ce serait la France qui irait dans la banqueroute économique. Donc c'était déjà la mesure phare. Donc là, par exemple, tu aurais eu un gouvernement NFP. Moi, j'aurais été bien curieux de savoir comment on allait l'appliquer, cette mesure, sans aller plus loin dans la rupture institutionnelle. Parce que les capitalistes qui organisaient cette campagne de contre-propagande, ils avaient compris une chose, c'est qu'évidemment, on ne s'arrêterait pas en si bon chemin, que ça n'allait pas concerner que les salaires minimums. Et ils avaient bien raison.
Donc, c'est des logiques politiques aussi. Et donc, que ça soit sur les services publics, sur le salaire, sur les retraites, les cotisations, le partage des richesses, derrière ça, il y a des questions clés, stratégiques, qui sont les questions de propriété. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un gouvernement, il ne suffit pas de prendre la présidence de la République pour s'emparer réellement du pouvoir politique dans la société telle qu'elle est. Même quand ça arrive, tu as des gens qui viennent te voir en disant, en fait, il y a Maldon, le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons, c'est le pouvoir économique. Donc maintenant, tu vas prendre ta pelle et ton seau, et puis tu vas faire comme les autres, tu vas plier. Et à ce moment-là, si on n'a pas au moins eu la volonté collective de dire comment on va radicaliser notre politique, pas pour le plaisir de radicaliser, mais dire, ok, soi-disant, tout est à toi dans cette société, c'est pour ça qu'il faut que je plie. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, tout sera plus à toi. Et il y a des secteurs clés de l'économie qui vont devenir du domaine de la propriété publique, avec des formes de propriété publique qu'il faudra pouvoir discuter, c'est-à-dire sous contrôle des salariés, de la population. Il ne s'agit pas, par exemple, de réclamer des nationalisations, c'est-à-dire remplacer un patron privé par un patron public avec les formes de bureaucratiques, avec des services publics qui ne nous appartenaient plus, par exemple. Mais au moins se poser la question de la propriété, de la réappropriation. Et plus aller vers de l'autogestion. Ouais, moi je pense que l'autogestion, c'est un joli mot, autogestion, qui a été porté aussi par des grèves. Charles Piaget, syndicaliste des LIP à Besançon, nous a quittés il y a peu de temps. Derrière son nom, il y a toute une expérience collective qui s'est nouée, mais ce n'est pas la seule. Il y a des entreprises aujourd'hui qui, quand elles s'opposent au licenciement, reprennent l'activité tout ou partie avec des projets alternatifs, avec tout son lot de contradictions. Mais c'est quelque chose d'important. Et ouais, je pense qu'il y a... Voilà, donc pour moi, être révolutionnaire, c'est ça. Après, j'ai appris plein de trucs. On a eu des erreurs. J'ai été sectaire, dogmatique parfois, probablement. Prétentieux aussi, probablement. Ne croyant pas à ce que je racontais moi-même sur le degré de crise politique, c'est-à-dire ne postulant pas assez en termes d'urgence politique. Il faut qu'on ait des mesures qui répondent aux problèmes de l'heure et pas simplement... utilisez-nous comme une critique à gauche du restant de la gauche. Voilà, j'ai appris de courants plus modérés par rapport à notre courant comme la France insoumise, de courants plus radicaux aussi en termes de pratique, les soulèvements de la terre, des milieux antifascistes. Voilà, et je vais apprendre encore plein de choses. Voilà, et j'ai pas la réponse magique sur la solution à apporter pour dénouer le problème dans lequel on est. Mais je sais juste qu'il y a urgence. Je sais qu'il va falloir se serrer les coudes. Et que pour ça aussi, il faut faut s'obliger à penser un peu différemment. Alors justement, on parle d'urgence, de se serrer les coudes. On a parlé un peu du NFP et de la France insoumise. La question de l'alliance à gauche fait beaucoup débat. Il y a eu des débats là-dessus aussi au NPA. D'ailleurs, c'est de là qu'est née aussi Révolution Permanente en 2022. Vous positionnez comment par rapport à ça, par rapport à ces questions de, en tant que parti qui se réclame quand même révolutionnaire, est-ce qu'on doit aller vers des rapprochements avec des partis plus institutionnels en se disant, là, l'urgence est trop grave, entre guillemets, on ne peut plus dire, non, on reste tout seul dans notre coin, sans pour autant, en fait, se retrouver potentiellement à perdre, en fait, ce qui faisait votre particularité dès le début, quoi. Nous, on est unitaire et révolutionnaire à la fois. C'est parfois une ligne de crête. Donc, une ligne de crête par nature, c'est casse-gueule. Tu peux tomber à gauche, tu peux tomber à droite, tu peux devenir sectaire, tu peux devenir opportuniste. Mais je ne vois pas d'autre solution que de s'essayer sur cette ligne de crête. Parce que dans la période, c'est derrière l'unité et la radicalité, il y a des questions qui sont aussi des questions stratégiques. L'unité, c'est pas qu'un élément tactique. Derrière l'unité des organisations sociales et politiques, il y a aussi le fait de participer à donner de la confiance au sujet d'émancipation du XXIe siècle. Non pas se substituer à lui, mais lui dire, les organisations, en s'unifiant, participent à donner de la confiance à ce sujet pour que ce sujet, par le biais de la lutte sociale, mais par le biais aussi de toutes les luttes intersectionnelles, parce que pour moi, les luttes intersectionnelles, elles ne nous éloignent pas de la lutte de classe, au contraire, elles nous en rapprochent. Donc, il y a une question essentielle, et que le sectarisme, pour moi, est un poison mortel. Mais il faut la radicalité. Pour les raisons que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Si tu n'as pas les radicalités en termes de réponse, c'est de l'opportunisme. Et puis, tu continues à t'accommoder de l'économie de marché. Et donc, tu renvoies une gauche au pouvoir qui va faire la même chose que la droite. Et si les gens font plus la différence entre la gauche et la droite aujourd'hui, c'est pas parce que la droite a mené une politique de gauche quand elle était au pouvoir. C'est l'inverse. Donc cette ligne de crête, des fois, elle prend de l'ampleur quand tu as le NFP. Et puis, quand tu as des fractures politiques qui se réinvitent pour des bonnes et des mauvaises raisons, évidemment, c'est plus compliqué. Donc... mais je continue à maintenir ça en m'adressant à tous les camarades qu'on peut avoir dans tous les secteurs de la gauche sociale et politique, d'essayer de prendre sur soi pour comprendre une chose, c'est que la répression fait que
on ne peut pas imaginer que soit on se lave les mains, soit finalement on se les frotte en disant c'est bien fait, ça leur tombe dessus. Voilà. Des camarades avec lesquels on s'est engueulé, avec lesquels on a eu des désaccords, avec lesquels on en aura encore, et avec lesquels on s'engueulera encore, ça reste des camarades. Il faut qu'on ait ce rapport de camaraderie. Naomi Klein, qui est une essayiste qui a été un peu référente dans le mouvement altermondialiste, à l'heure du mouvement altermondialiste, elle a écrit un texte là-dessus sur la capacité que peut avoir la gauche radicale à prendre un sujet important de discussion pour le mettre en exergue et transformer ce sujet de discussion majeur en sujet existentiel. Au point qu'on va s'empailler sur ce sujet existentiel entre nous en oubliant que nos adversaires sont ailleurs. Et une fois de plus, moi, je me parle à moi-même quand je dis ça. Parce que j'ai rien oublié ni de la séquence longue de ce qui s'est passé à gauche, ni de la séquence courte. Il y a des trucs que j'écoute, que j'entends, que je lis, qui me hérissent les poils. Et je me dis, allez, vas-y, essaye de prendre un peu sur toi et de voir que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ceux qui sont à la fois dans le collimateur des interdictions, des dissolutions, des gardes à vue prolongées, des mandats de dépôt, auront le loisir de discuter de tout ça dans des circonstances qui ne seront pas les mêmes. À ce moment-là, dire tiens, c'est quand même marrant, on aurait pu en discuter autrement un petit peu avant. Alors justement, j'imagine que face à ce risque d'arriver au pouvoir de l'extrême droite en 2027, dans l'élection présidentielle, c'est dans moins d'un an, j'imagine aussi qu'au NPA, du coup, il y a des discussions sur le fait de savoir comment est-ce qu'on continue. Est-ce qu'on décide de représenter quelqu'un à l'élection présidentielle de 2027 ou alors de se dire on se rallie derrière une autre proposition Oui, alors moi je suis plus du tout porte-parole du NPA, je suis militant du NPA, je suis plus non plus membre de sa direction, donc je ne veux pas parler au nom de mon organisation qui a un débat et qui va aboutir dans quelques semaines à une décision politique avec ses différentes hypothèses, en effet. Et vous, à titre personnel, vous en pensez quoi ? Moi, le problème, c'est que si je dis ce que je pense à titre personnel, j'engage aussi mon organisation et je ne vais pas jouer ce jeu-là parce que ce n'est pas élégant et ce n'est pas démocratique. Voilà, mais les différentes hypothèses sont posées sur la table. C'est bien sûr qu'il y a eu des rapprochements avec une partie de la gauche de rupture ces derniers mois, ces dernières années, qui se sont opérés non pas sur... là, c'est pareil... non pas sur des arguments d'autorité. Là, c'est pareil, je ne sais pas si c'est entendable ce que je dis, mais on ne peut pas commencer une campagne électorale à base de... Je sais que c'est très en vogue, à base de clics, à base de vues, à base de j'ai plus de followers, à base de sondages et de resondages, comprends quand ça t'arrange et quand ça t'arrange. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Et c'est lassant. Donc... justement parce qu'il y a des rapprochements politiques. On ne peut pas simplement dire il n'y a pas d'autre option que, il n'y a pas d'autre choix que. Ah bon ? Il n'y a pas d'autre choix. À moi, tu me dis il n'y a pas d'autre choix. Déjà, si tu veux me braquer, je ne dis pas ça à titre personnel, mais parce que ça, c'est des arguments d'autorité. Donc, pour le dire vite, pour moi, l'argument qui fait qu'on a des discussions nouvelles avec, mais pas que, les camarades de la France Insoumise, c'est pas parce qu'il y a une courbe montante aux dernières élections présidentielles. Je suis désolé de le dire, moi, c'est pas ça. Ce qui fait qu'il y a une discussion politique nouvelle, c'est l'urgence du néofascisme, et que face à la répression et au tombereau de boue qui s'abat sur la France insoumise matin, midi et soir, globalement, je suis obligé de constater, même avec des désaccords, ce que ces camarades ont tenu sur la question de l'islamophobie, sur la question des quartiers, sur la question de la Palestine, etc. Même avec des désaccords, mais je veux dire, ça, c'est l'épreuve du feu. Les camarades ont tenu. Et c'est pour ça qu'on continue et on continuera à leur apporter, comme d'autres d'ailleurs, toute notre solidarité, comme tous les autres camarades, Anas Kazib de Révolution Permanente, qui va passer en procès par rapport à la question de la Palestine. Là, voilà. Donc ça fait partie des hypothèses. Encore faut-il réunir les conditions d'un rassemblement. Ça ne dépend pas que de nous. Et comme ça ne peut pas dépendre que de nous et qu'on ne peut pas être enfermé que dans ce cadre-là, je vois aussi qu'on n'est pas les seuls à se sentir peut-être orphelins d'un cadre autonome, indépendant, social, politique, qui dit, on va prendre 2027, peut-être avec un rapprochement politique ou pas, avec un tel ou un tel, peut-être avec une consigne de vote, peut-être plus, peut-être moins, selon les affinités, mais on va se faire entendre dans la campagne. Et on ne veut pas simplement que ça soit que le jeu des appareils politiques et tel que c'est parti là, parce que moi, je ne crois pas que ça puisse continuer comme ça. Il y a une réfraction trop importante. Je vois la haine là, sur les réseaux sociaux, même à gauche. Et c'est tentant, des fois, de s'envoyer des... Mais
peut pas passer une séquence qui a été celle du NFP à ça. Entre deux, il y a des gens qui sont perdus. Et dans plein de bords différents. Et qui ont envie de dire, faut pas insulter l'avenir. Faut se refocaliser sur les problèmes, sur les risques qui arrivent, quoi. Ouais, parce que... Qui sont déjà là aussi. Et qui sont là. Et qui sont là, et qui sont peut-être un peu temporisés par un effet d'optique qui est celui des municipales, où on se dit, finalement, en vrai, il n'y a plus tant de danger que ça. Mais si, bien sûr que si. C'est pas si pire, quoi. Alors voilà, c'est ça. Alors que le RN a progressé, en réalité, continue à progresser, et que, voilà, on a un problème qui, par ailleurs, échappe à la seule échéance électorale. C'est-à-dire, de toute façon, quel que soit le résultat de 2027, on est dans un processus de fascisation. Parce que c'est international, et ça vient des États-Unis, en plus. Et ça... c'est pas parce qu'on va dire stop en France que ça va s'arrêter. Il y a des forces sociales et politiques qui s'inscrivent. Il y a des milliardaires, il y a des médias, il y a une pensée dominante, mais il y a une partie de notre base sociale qui a envie d'ordre. Je veux dire, cette course de vitesse-là, on ne l'a pas gagnée. Donc pour la gagner, c'est sur le long cours. Et sur le long cours, il faut faire bloc, mais avec un contenu. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit parce que j'ai pas la solution toute faite. Mais donc il y a plusieurs hypothèses, y compris pour l'élection. Et on veut en gâcher aucune et faire en sorte que voilà, on arrive au moins à faire entendre des choses concrètes, peut-être aussi sur du contenu, des questions tactiques, stratégiques que j'essaie d'évoquer tout à l'heure. On arrive vers la fin de cet entretien, donc on va terminer sur une note un peu plus légère. On demande à chaque fois aux invités du fauteuil 3 morceaux de musique qu'ils écoutent, mais d'abord je vais vous demander, comme vous êtes un militant politique de longue date, 3 personnalités ou penseurs politiques, ce que vous voulez, qui vous ont inspiré dans votre vie et qui ont marqué votre engagement. 3, c'est compliqué de réduire. Je dirais Louise Michel, Louise Michel, Marx, Jacques Rancière, rien à voir. Et 3 morceaux de musique que vous écoutez ou que vous conseilleriez à ceux qui nous regardent, soit par goût personnel, soit pour ce qu'ils représentent selon vous. J'ai pas réfléchi à la question. Là, spontanément, je dirais, puisque je parlais du Chili, il y a quand même cette chanson El Pueblo Unido d'Equila Payún, qui a été une référence et qu'on entend de nos jours dans des manifestations. El pueblo unido jamás será vencido. Et qui a été une chanson écrite notamment dans le cadre de la dictature et qui a jamais... moi, ce qui me passionne dans cette histoire-là, c'est comment cette chanson El Pueblo Unido, qui a jamais été dans les hit parades, qui a jamais été sponsorisée par qui que ce soit, elle arrive à se frayer un chemin au-delà des générations et au-delà des pays, donc c'est quand même assez surprenant. Je sais pas, moi après j'aime bien le hip-hop, donc je reste dans cette culture-là. Je sais pas quoi dire, mais c'est pas du tout politique. Un morceau là qui vous là, avez en tête. Je sais pas, en arrivant, j'ai écouté Fianso, je crois, tout simplement. Voilà. Fianso, j'aime bien. Il manque un 3e. Taïs Pépé, un jeune rappeur prometteur. Je vous conseille. Merci beaucoup, Olivier Besancenot. Merci d'être venu avec nous pour cette nouvelle édition du Fauteuil. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Fauteuil. Si vous appréciez ce programme, sachez qu'on a besoin de vous pour continuer à produire ce genre de contenu. Le média est en danger. On a absolument besoin de réunir 10 000 donateurs mensuels supplémentaires d'ici à la fin du mois de juillet. Alors si vous le pouvez, aidez-nous. Rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous.